Bien le bonjour à vous, très chère Madame Angela Quillota. Merci de me recevoir chez vous. Aujourd'hui, vous me recevez pour parler du livre que vous avez travaillé 15 ans dessus, ni plus ni moins, beaucoup de traductions parallèles, hein, on m'avait dit, etc., sur le livre qui s'appelle La démocratie assassinée des Fialtes. Voilà. Je tenais à vous interviewer en ce sens pour qu'effectivement, nous autres, les personnes qui n'ont pas connaissance de ce livre-là, commençons à prendre connaissance vraiment de ce qu'est la démocratie au quotidien. J'aurais aimé vous demander dans un premier temps, si c'est possible, quelle est la genèse de cette traduction, en fait? D'où ça vous est venu l'idée de traduire cet ouvrage-là? Comment vous êtes tombé dessus, par exemple? Très fort intéressant de savoir, commencer par là déjà. Alors, bonjour donc. Bonjour, bonjour. Merci pour cette rencontre. Je t'en prie, je t'en prie. Tout le plaisir est pour moi. On va se tutoyer parce que bon. Oui, on va Ouais, se tutoyer, c'est démocratique. beaucoup plus. Alors, en fait, je suis tombée sur la version grecque du bouquin à Corfou dans un café. Ok. Et donc, il y avait un monsieur qui était très convaincu que ce bouquin devait être lu, et donc il en avait acheté une vingtaine à Athènes. Et il les avait emmenés à Corfou en se disant je vais réussir à les vendre. Et donc on était dans ce café et je vois le livre et je lui dis je ne connais pas très bien le grec, est-ce que je serais capable de le lire? Et il m'a dit oui, c'est un livre très facile. J'achète donc le livre et puis je suis rentrée chez moi et j'étais très curieuse de voir que racontait ce livre. Et puis j'ai commencé à le lire. Et là, j'ai été prise d'une fièvre. J'ai plus pu lâcher le livre jusqu'à ce que je le termine. Un coup de foudre. Un espèce de coup de foudre où j'avais très bien saisi comment les peuples étaient manipulés sur la planète, de quelle manière, qu'est-ce qu'ils faisaient eux, sur les peuples, quel genre de manipulation et tout ça, pour nous garder dans un sommeil, en définitive, pour que nous vivions sur un autre système et que eux gardent le pouvoir. Et tu m'as dit, parce qu'on a eu quelques échanges au préalable avant cette interview, tu m'as dit que quelque chose était arrivé à la fin de la lecture, hein, c'est ça que tu m'as dit? Oui, à la fin de la lecture, j'ai eu un déclic. On peut appeler Voilà. ça un déclic. Je me suis dit, c'est comme ça qu'ils agissent. C'est comme ça qu'ils En manipulent fait. les peuples. C'est comme ça qu'ils nous manipulent. C'est comme ça qu'ils nous maintiennent un peu comme dans une sorte de sommeil. Voilà, Voilà. le sommeil. Et donc, j'ai commencé à chercher. Au départ, évidemment, je l'ai fait parce que j'ai des neveux et que je me suis dit, si moi j'ai eu ce déclic, autant que je le traduise pour que mes neveux puissent aussi avoir un déclic. Vu par qu'ils rapport. ne parlaient pas grec, tu m'avais dit, etc., et tu voulais leur léguer en fait la traduction en Ils sont français. grecs, hein. Oui, mais ils savent le lire. Enfin, bref. Ils sont grecs, Ok, mes neveux, voilà. mais en traduisant le livre en français, Ça aurait été plus facile pour eux, ouais. les enfants, que ce soit en n'importe quelle langue, s'ils doivent avoir une information, Ouais, ils voilà. doivent l'avoir. Et comme c'est mes neveux, j'en aurais parlé avec eux, je leur aurais fait lire le livre grec, évidemment. Moi, je l'ai travaillé en français parce que je voulais exporter ce sujet. Et le français étant ma première langue, en définitive, j'avais beaucoup plus de facilité à le traduire. Et donc voilà, j'ai traduit le livre. Et tu m'as dit de traduction en traduction, de pierre après pierre à l'édifice, etc. Ça a quand même pris d'autres proportions, d'autres mesures, et tu en as fait un ouvrage. C'est ça. À la base, à la base, c'était vraiment plus ou Disons moins. que je ne me suis pas arrêtée à la traduction pure et simple. J'ai continué une traduction intelligente. Et l'écrivain du livre grec m'avait donné la permission. Il m'avait dit, tu peux broder autour de tout ça, tu n'es pas obligé de garder une traduction pure et dure. Et donc, j'ai appelé le livre Traduction intelligente puisque j'ai amélioré la recherche
que l'écrivain avait fait. Il faut s'imaginer que l'écrivain a cherché pendant 30 ans. 30 ans. Qu'il a découpé dans des petits journaux parce qu'il était caissier dans un grand journal athénien. Et donc il découpait, hein, comme on faisait beaucoup, nous avant dans les années 60, maintenant avec l'ordinateur on ne le fait plus, mais nous on découpait dans les journaux les petits articles qu'on voulait, tout ça. Et donc lui il a réussi à séparer le système démocratique du système oligarchique. Et donc il a pris comme référence tous les philosophes anciens traditionnels et il a repris des passages chez eux dans leurs écrits qui démontraient que la vraie démocratie a fonctionné et qu'elle a fonctionné 140 ans. Toi, sur cette base de 30 ans de recherche de l'auteur initial, combien d'années de recherche tu t'es mis pour les traductions? Parce que tu m'as dit qu'il y avait des traductions parallèles en plusieurs langues, donc partant de 30 ans, toi tu as travaillé 15 ans je pense, Oui. Voilà, c'est ça. Jusqu'au jour où on a imprimé le bouquin, ça avait pris plus ou moins 15 ans. 15 ans donc de dure recherche, dur labeur. Oui, parce que moi je ne voulais pas... Je voulais être sûre que l'écrivain avait donné des passages justes. Donc il y a une très grosse bibliographie évidemment dans le livre. Et je voulais être certaine que l'écrivain, qu'il n'y a pas eu d'erreur, d'événements, de dates et de choses comme ça. Et donc j'ai un peu vérifié toute la bibliographie. Les dates, les événements, dans leur voilà, dans leur fait historique et anthropologique, voilà. Oui. En vue de retranscrire plus fidèlement possible les faits, Voilà. les faits historiques, Voilà. sans rajouter, sans retrancher. À ce moment-là, non. Voilà. Après, j'ai rajouté des choses. Ça, c'est la première édition. On a fait un essai de 300 livres au départ. Mais maintenant, je prépare la deuxième édition où il y aura des cartes dans le livre pour aider plus le lecteur à se situer géographiquement. Donc, il y a une préparation de cartes et une documentation qui est le petit manuel du fonctionnement de la démocratie qui va s'intégrer au livre. Et en fait, le fonctionnement, c'est ce que moi j'ai tiré durant 15 ans de recherche de comment se passait la justice, comment se passaient les propositions, comment se passaient les lois, comment se passaient les assemblées du peuple. Et donc moi je vais rajouter le fonctionnel, puisque dans le livre c'est raconté historiquement et raconté. Moi je vais donner le fonctionnel, c'est-à-dire je vais dire voilà, on peut organiser dans une mairie ou dans un palais de justice une justice démocratique qui fonctionne comme ça. De ce que je comprends, pour l'avoir lu, tu as retranscrit de manière historique, anthropologique, la démocratie, comment elle s'est déroulée au jour le jour, au quotidien, pendant 140 ans, etc. Slash, la deuxième partie sera le manuel pratico-pratique, pour ainsi dire, au quotidien, comment l'exercer dans les mairies, dans les communes, dans les cités, dans les villages. C'est ça que tu me dis. Il y a deux temps, en fait. Le premier temps et le second temps, etc. Parlons du premier temps qui nous occupe, etc. La démocratie assassinée d'Ephialtes. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Eh bien, en fait, parce que la démocratie a été assassinée 140 ans après, par l'oligarchie, très clairement. Elle a eu la tête coupée, au figuré comme au propre. Comme au propre. Et que le héros du livre, lui aussi, a été assassiné. Alors, qui est Ephialtes, pour ceux qui ne connaîtraient pas? Parce que tu m'as même dit qu'il a été éradiqué des livres d'histoire, si je ne m'abuse, hein, c'est ça, hein? Ah, il a été complètement effacé. Et c'est vrai que même si on viendrait à faire une recherche sommaire sur Internet, en fait, on ne trouverait pas. Ephialtes, à l'époque, à son époque, donc, était connu comme Alexandre le Grand aujourd'hui sur la planète. Donc Ephialtes, c'est deux copains, Ephialtes et Archestratos, qui sont députés à Athènes, députés conseillers. T'étais vers quelle époque, plus ou moins? Il y a une date? C'est au tout début de Périclès. Au tout début de Périclès. Donc, en 462, 460, c'est le début de Périclès. Et donc, Ephialtes et Archestratos
après la guerre de Salamine organisée par Thémistoclès contre les Perses, et où ils ont gagné, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tous les nobles, la plupart des nobles avaient été tués dans la bataille. Et donc les Athéniens se retrouvaient sans dirigeant. Et donc qu'est-ce que Éphialtes et Archestratos ont fait? Ils ont proposé au peuple athénien de reprendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait juger les oligarques, juger leur système. Mais si je peux me permettre, juste une aparté, de ce que j'en ai lu, ils ont quand même attendu qu'effectivement il y a eu les armées qui étaient à l'extérieur avec leurs généraux, et après ils sont remontés à l'organe même où il y avait la centralisation du pouvoir pour redescendre après à la. Enfin, ça c'est une journée bien précise. Ok, ok. Moi, mais elle m'intéresse, j'adore cette journée-là. Elle m'a. Je vais la raconter, mais elle est vraiment bien. Je raconte les 20 ans. Donc, du départ de la guerre de Salamine, où Ephialtes de Sophonisou et Archestratos se font connaître parmi le public athénien. Et donc, si tu veux, eux, Ephialtes réouvre les tribunaux de Ilias que Solon avait fondés. Il réouvre les tribunaux et commence une révolution judiciaire, puisque moi je parle beaucoup de révolution dans le livre, mais je parle toujours de révolution judiciaire. C'est-à-dire... Très important. C'est par l'organe de la justice que Ephialtes et Archestratos ont pu un jour, 20 ans plus tard, du moment de la guerre jusqu'en moins 462, donc 20 ans plus tard, ils arrivent à prendre les trois organes, les trois pouvoirs aux oligarques et à les délivrer au peuple. C'est ce jour-là que je faisais allusion tout à l'heure, où ils redescendent, c'est ça bien, ce jour-là où il est extraordinaire, il est extraordinaire. Où ils ont pris le pouvoir, il y a eu, si tu veux, les éléments naturels qui se sont mis, parce qu'il fallait une stratégie pour pouvoir faire ça. On ne prend pas le pouvoir comme ça, hein, on est sans d'accord. verser de sang. Sans verser de sang, c'est important de le rappeler. Bien. Donc, ils ont attendu, si tu veux, le moment propice, et à ce moment-là, évidemment, Kimon et ses armées étaient en dehors d'Athènes. Et donc, grâce à cet événement-là, ils ont pu prendre les trois pouvoirs aux oligarques. Il faut s'imaginer que l'Arnica des Athéniens, des démocrates est là, et après il faut traverser 1 kilomètre plus loin, un ça. chemin, et 1 kilomètre en haut dans la montagne, il y avait l'église de la mairie des oligarques, là où les l'organe où on centralisait le pouvoir, etc. Voilà. Et je me souviens de ce passage. Le peuple et Éphialtes sont montés. Et je me souviens de ce passage assez puissant où il parle directement au peuple et il dit ceci. Voilà, peuple athénien, on vient de récupérer le pouvoir, etc. Moi, député, je me range à vos côtés pour donner de la force, justement, à la démocratie. Oui, il fait ça, mais il veut dire, Éphialtes, quand ils sont descendus, donc, et qu'ils ont pris les trois pouvoirs, parce qu'ils sont montés avec le peuple et ils sont redescendus à la Waouh, ok, wow. Là, Éphialtes leur a dit, à partir de ce moment... C'est ça, ouais. Je ne suis plus... Citoyen, je redeviens citoyen, c'est ce qu'il a dit, voilà. Simple citoyen. Pour donner de la force au mouvement, etc. Voilà, c'est ça. Au service de la démocratie. La démocratie n'accepte pas les chefs. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de parti. Dans la vraie démocratie, c'est comme ça que ça se passe. Oui, pas d'intermédiaire. C'est le citoyen et sa mairie. Sa propre représentativité, c'est lui et son pouvoir, et c'est lui qui vient appuyer le poids de la balance totale et finale. Et donc, là commence alors... Et pendant cette année-là, va surgir le mot Éphialtes, qui va être synonyme de cauchemar. Cauchemar pour... Pourquoi? Parce que pendant 1 an, les Athéniens vont être gouvernés par le peuple. Totalement inédit jusqu'à là. Donc, pendant 1 an à Athènes, cette année-là, très précieuse, pendant 1 an, le peuple athénien gouvernait à Athènes. Ce qui voulait dire que l'oligarchie n'avait plus aucun pouvoir, plus aucun privilège. Et on peut même dire les véreux, les vicieux ont été jugés chacun à leur tour. C'est comme si on pourrait dire à l'heure d'aujourd'hui,
Macron, peut-être, etc., où tous ceux Oui. qui trempent en fait dans la corruption, etc., seraient jugés un après les autres Oui. et que chacun aurait rétribution et aurait leur compte, quoi. Voilà. C'est ce qu'on peut dire, quoi. Donc, à la fin de toute cette révolution judiciaire de 20 ans, il y a eu un nettoyage, les oligarques ont pris Des écuries d'Augias, pour ainsi dire. Et en fait, les terrains et les maisons qu'ils avaient volés, ils ont dû les rendre au peuple. Ah ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant 1 an, l'oligarchie a vécu un vrai cauchemar, puisque c'était tout un peuple qui devait gérer la cité. Donc il fallait absolument, pour faire quelque chose, passer à l'Assemblée du peuple et avoir les votations de l'Assemblée du peuple pour pouvoir organiser un projet ou quelque chose. Qui, eux, devaient réclamer la justice parce qu'ils avaient été maltraités jusqu'alors, donc ouais. Et en plus, pendant 1 an à Athènes, il faut quand même le dire, parce que le système juridique et le système démocratique, la chose la plus importante que fait ce régime, c'est d'éradiquer la corruption. Important à préciser Donc, à l'heure d'aujourd'hui, en l'an À 2026. préciser que dans le pouvoir oligarchique, la corruption en fait partie et c'est inné, ça ne peut pas... C'est intrinsèque dans l'ADN, ouais. indissociable. Et donc, si tu veux, la corruption s'arrête pendant 1 an à Athènes. Et là, c'est le cauchemar pour les oligarques. À tel point que le nom Ephialtes est devenu le synonyme de cauchemar pour Voilà. tous ceux qui étaient partis de l'oligarchie. Hein, Voilà, c'est ça. c'était le cauchemar des oligarques. Quand même, Alors, c'est assez conséquent quand même. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils arrivent à assassiner Ephialtes. Mais durant la période, l'année donc, où les démocrates avaient pris le pouvoir, durant cette année-là, Ephialtes collaborait avec Périclès. Périclès, qui n'était pas encore un dirigeant, hein, si? Périclès qui était un chef général. Un chef général, voilà. Et lui, il avait fait beaucoup d'alliés. Corfou, où je vis, Périclès avait réussi à faire de l'île de Corfou une alliée d'Athènes. Et donc, si tu veux, durant cette année-là, l'oligarchie n'en pouvait plus, il fallait qu'elle trouve un chef, qu'elle place un chef. Et Ephialtes, s'il était resté chef, il ne l'aurait pas assassiné. Parce que ça voulait dire que la partie démocratique avait toujours le schéma d'un chef. Et donc ça allait, ça, pour l'oligarchie. Mais que Ephialtes démissionne de son rôle de chef après 20 ans et qu'il laisse vraiment le peuple libre. Moi, c'est pour ça que je dis toujours Ephialtes, c'est le seul qui a droit au Panthéon. Parce que Ephialtes a vraiment prouvé que le peuple, il pouvait se gérer lui-même. Pas selon avant lui, selon toi? Selon, non. Hein. Pas selon. Selon 600 avant Jésus-Christ, on a le schéma oligarchique avec les princes et les esclaves. Et Solon s'est montré modéré, parce qu'il était sage et qu'il était modéré et qu'il ne voulait pas qu'il y ait des guerres civiles et tout ça. Donc, il a dit, il faut donner des droits au peuple, sinon vous allez tous crever. Tellement vous avez exagéré avec eux. Mais il a quand même mis la colonne vertébrale de la justice. Il a mis la colonne vertébrale de la justice. Qui a permis Ephialtes. Et il a mis des lois illisibles. Ok, fort intéressant. Il a mis des lois illisibles. D'ailleurs, il s'est expatrié 10 ans en Égypte à cause de ça. Il s'est auto-ostracisé parce qu'il risquait sa vie avec les oligarques. Parce que les oligarques disaient, tu leur as donné des lois. C'est la première fois que le peuple avait des lois pour lui. Il dit, tu leur as donné des lois, mais nous, on ne comprend rien à ces lois. Et lui, il a dit, ben, les autres non plus, ils comprennent rien, alors trouvez-le. Ah, partout, balle au centre. Solon avait obligé les citoyens athéniens à porter au tribunal les princes qui les maltraitaient. Ok. Il leur a dit, vous serez juges et vous serez capable d'être juge et d'être jugé vous-même.
Wow. Donc Solon, si tu veux, il fait un pas très important et ça on est 600 avant Jésus-Christ. Moins 6e siècle. Donc on a plusieurs intervenants avant Ephialtes de Sophonie, donc qui est en moins 462 et 20 ans avant évidemment. Et puis on a Solon et puis Clisthène, qui lui fait aussi, c'est le créateur de la mairie. Il va un peu plus loin que voilà, ses prédécesseurs et il permet. Le créateur de la mairie, ça veut dire qu'à partir de Clisthène, les citoyens ne sont pas protégés par un roi ou par une telle fratrie ou telle fratrie, ils sont protégés par leur mairie. Il change complètement la donne jusqu'ici. Il change complètement la donne et il arrête l'héritage du pouvoir entre nobles. Oui, c'est vrai, ça me revient, oui. Et il coupe ça à la racine pour ne plus qu'il y ait justement l'hérédité. Voilà. L'hérédité, c'est ça. Voilà. Pour qu'il n'y ait plus d'hérédité. Donc, à ce moment-là, tu pouvais participer à la vie politique à travers ta mairie et tu n'étais plus du tout dépendant d'un roi. Qui avait son mot à dire sur tout le territoire. C'était les fratries et les fratries écoutaient leur roi puisqu'elles demandaient protection au roi. Et donc là, avec Clisthène, on obtient un citoyen qui est protégé par sa mairie. Et donc on a la première construction de la mairie et de comment les gens vont s'organiser dans cette mairie. C'est de là que vient l'église. Tu l'avais dit, l'appel à la... C'est ça que tu disais? L'église de la mairie, c'est l'assemblée, si tu veux. C'est ça, oui. Il y a l'assemblée des citoyens. C'est ça. Et il y a l'assemblée des riches aussi, des nobles. Ok, intéressant. Et donc, il y a des périodes, on a au début l'église de la mairie, et c'est très bien expliqué dans le livre, où à l'église de la mairie, les citoyens athéniens ont le droit de s'y trouver, mais ils n'ont pas le droit de parole. Donc, c'est les princes qui prennent les décisions et les gens ne votent pas. Le mot église veut dire rassemblement pour un sujet important. Ecclésie. Donc, on fait un appel pour dire venez à cette réunion, c'est très important, on va prendre des décisions importantes. Ou pour que vous preniez connaissance du sujet évoqué, voilà, simplement. Mais l'oligarchie, elle a écrit l'église de la mairie parce que à l'époque de Clisthène, effectivement, les assemblées du peuple s'appelaient église de la mairie, puisque c'est lui qui avait inventé la mairie. Et donc, l'appel se faisait à la mairie. Fort intéressant. Mais on n'a pas la participation du peuple à ce moment-là. Pas encore. On n'aura la participation du peuple qu'à l'époque d'Ephialtes, en 462. Donc, on peut comprendre jusqu'ici, pour résumer, que des acteurs, des protagonistes de premier plan ont réussi à paver le sentier pour que d'étape en étape, cette démocratie voit le jour. Donc on peut dire qu'il y a de vertueux en vertueux, de virtuoses en virtuoses. On arrive vers quelque chose qui sera vraiment la démocratie, qui a duré, rappelons-le, 140 ans, sous en grande partie Périclès. Comment elle a vu le jour et comment Périclès est porté en fait au pouvoir? Et donc, suite à l'assassinat d'Ephialtes, dans cette année où les Athéniens ont gouverné eux-mêmes, les oligarques de cauchemar en cauchemar, ils ont dit c'est pas possible, il faut qu'on trouve un chef. Et donc ils ont dit aux Athéniens, soit vous acceptez Périclès, soit on vous fait la guerre. Qui était, rappelons-le, un oligarque modéré. Un oligarque modéré, chef de général d'armée, et donc était toujours en expédition. Et qui avait probablement fait ses faits d'armes et ses décorations. Mais qui avait quand même travaillé 3-4 ans avec Ephialtes comme député, parce qu'ils étaient aussi députés conseillers. Et donc, il travaillait au Parlement avec Ephialtes et Archistratos, Périclès. Et donc, Périclès a pu recevoir une éducation démocratique de la part d'Ephialtes. Et d'ailleurs, par la suite, on dira que c'est Périclès qui a assassiné Ephialtes, qui est complètement faux. Parce qu'ils étaient collaborateurs et qu'après 30 ans de règne de Périclès et le siècle d'or de la démocratie à cette époque-là,
n'a été possible que parce que Périclès s'est avéré être un vrai démocrate. Donc, d'oligarque modéré, il a vraiment donné sa vie à la ville d'Athènes et à la démocratie. Et ça, c'est Donc, une petite parenthèse personnelle. À l'aune, moi, de mes lectures, on se connaît un peu. Je sais qu'il a été grandement appuyé par Protagoras d'Abdère, qui était lui-même, en fait, l'élève de Démocrite d'Abdère. Donc, c'est très important de savoir qu'il était entouré d'un grand sophiste, etc., oui, qui, mais à cette époque-là, qui était conseiller, quoi, en tout cas. Un fort conseiller à ses côtés, quoi. par exemple, Périclès, pour devenir un grand général, il était obligé de passer des études de philosophie. Ah oui, oui, oui. Très important à savoir. Chaque personne qui était... De philosophie et de sagesse, hein, parce que Ok, dans ok. les écoles de sophistes, C'était pas la même chose. ah non, non, Très intéressant, la très intéressant. philosophie Deux pans différents. et la sagesse, Je pense que c'est important de préciser parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, en l'an 2026, on se rend pas compte que c'était deux disciplines à part. oui, Si on a c'était tendance à totalement. tout diluer dans une seule, hein, mais en fait, au final, c'était deux bien distinctes. Hein. C'est-à-dire que pour obtenir la sagesse, il fallait avoir fait de la philosophie toute sa vie. Pour Ok. devenir un sage, c'est-à-dire prendre des décisions sages, en général, ce n'était donné qu'à des personnes âgées, évidemment, puisqu'il fallait un peu voir la trajectoire de la vie de la personne. Et donc, La cohérence aussi, la direction, voilà. l'intégrité, la Voilà. probité, Et la donc, droiture. tous ces éléments-là qui sont dans le petit manuel, hein, je les ai tous Oh, rassemblés. intéressant. Ça s'appelle la Terrible. charte de la démocratie. Et donc là-dedans, tu as toutes les qualités et tous les défauts. On en reviendra après, parce que, vraiment en toute Ouais. dernière partie, très intéressant, parce que c'est vraiment un livre pratico-pratique au jour le jour. Mais Oui. pour revenir à la fonction de général, etc., des personnes qui avaient vraiment des hautes responsabilités dans la démocratie athénienne, ils étaient obligés de passer alors des études de philosophie, mais aussi bien de sagesse, etc. Oui. Donc Périclès a eu droit aussi. Ah oui, hein. Ok, oui, il a eu, ah oui. ok, Ah oui, ok, forcément. avant de devenir général. Avant même de devenir général. Avant de devenir général. C'était quelque chose, c'était le mode opératoire, en fait, le modus operandi, pour ainsi Voilà. dire. Ok, Voilà. on pouvait pas aller Tu ne pouvais pas être général d'armée si tu n'avais pas passé tes cours de philosophie Donc, et de sagesse. je ne sais pas si les téléspectateurs se rendent compte, mais c'est pour transposer à l'heure d'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'un Macron, quelque chose dans le genre, ne l'est pas passé. Il n'a ni passé l'un, ni passé l'autre, quoi. On met des personnes qui sont, par ailleurs, promulguées par certains cabinets de des cabinets de conseil, etc., qui n'ont pas ces formations-là, alors qu'elles sont cruciales, voire utiles à l'existence, voire Bien à la sûr. direction d'un haut poste. Bien sûr, et c'est ça toute la base de la civilisation hellénique, c'est que le spirituel ne battra jamais le matériel. Wow. Donc, le spirituel est une vraie nécessité dans la vie. On ne peut pas y échapper. Par contre, le matériel, il y a plein de choses auxquelles on peut échapper. Mais le spirituel, on ne peut pas. C'est un peu ça, si tu veux, la différence entre la civilisation hellénique et la civilisation judaïque. Le Très judaïsme intéressant. est basé que sur du matérialisme et la civilisation principalement basée sur le spiritualisme. Très intéressant. Et ensuite, les aléas de la vie, le matériel. Deux Mais- civilisations différentes, Mais le matériel une qui se ne veut, prend pas le dessus. une qui se veut plus profonde, plus dans les richesses, mais les vraies richesses, et d'autres qui sont plus matérielles, plus Voilà. peut-être dans le physique, dans ce qui est palpable, et dans peut-être aussi, je crois que sans me faire l'avocat de cette partie-là, cette deuxième partie, je crois que c'est aussi dans leur livre de chevet, hein. C'est par la possession, etc. C'est une sorte de, je crois que c'est par là Nous, qu'ils se, on a les 147 commandements de Delphes. c'est ça, du temple d'Apollon à Delphes, Donc tout le monde connaît le temple d'Apollon à Delphes avec le connais-toi toi-même de Solon, repris par Socrate. Donc Solon faisait partie d'un des 7 sages De la Grèce antique. Si tu veux, ces 147 commandements, c'est un peu comme la Bible. Les 10 commandements, ouais. C'était Les pré-10 commandements, quoi, ouais, c'est ça. C'était les 147 commandements, donc les débuts de la vie de quelqu'un, que sa vie devait être gérée par ça s'il voulait être une bonne personne positive et quitter cette terre avec la gnose, la connaissance, le connais-toi toi-même de Solon.
Et donc, si tu veux, à cette époque-là, à l'époque de la démocratie et tout ça, ils avaient déjà bien fondé le spirituel, tous les éléments spirituels. En tout cas, si je peux faire une aparté, une incisive personnelle, moi, pour avoir lu sur l'histoire de la pensée, on a la naissance de la philosophie qui était à Milet avec Thalès, Anaximène et Anaximandre, etc., qui avaient déjà réfléchi sur les éléments, l'eau, l'air, etc., etc. Thalès, qu'on doit le théorème, etc. Il y avait déjà un socle assez puissant. Après, avec Parménide, voilà. Nous, on a Orphée, on a Homère, qui sont des voyages spirituels. Aussi. Mais on peut dire que c'était le berceau, en fait, de la pensée, quelque part. Hein. Dans cette partie du monde, en tout cas. Oui. On peut le dire. C'était le berceau. Je ne sais pas, il y a sûrement eu des choses... En Inde, en Chine. Mais il est un fait évident que Athènes, à cette époque-là, c'était le premier pays sur la planète où les citoyens, le peuple avait des lois pour lui. Donc c'est ça qu'on appelle la civilisation. La civilité, le civil, on organise le civil avec des lois. Donc on parle de passer de la barbarie et de l'esclavagisme aux guerres perpétuelles quand même. À la civilisation. Les guerres, c'est l'oligarchie, elle va toujours. C'est ça, en vue de conquête. Ça fait 12 000 ans qu'elle combat sans arrêt. Pour une avidité, une simple avidité. Pour que la démocratie ne naisse jamais. C'est ça. Pour ne pas laisser les peuples. C'est pas compliqué à comprendre. Pourquoi? Parce que si le système démocratique est mis en fonction, il est mis en fonction avec des droits égaux pour tous. Donc l'oligarchie, les princes, les nobles et tout ça... ils perdent leurs droits. Ils perdent totalement leurs droits. Ils perdent leur existence. C'est ça. Ils redeviennent en fait de simples citoyens et ils n'ont plus de privilèges. Ils n'ont plus de faveurs, ils n'ont plus de facilité. Il y a la subtilité de comprendre pourquoi nos gouvernements nous tiennent en otage et en esclavage. Pour garder le pouvoir. Mais quand on y réfléchit, on reprendra certainement cette digression, enfin ce développement qui est très très intéressant, mais tout ça repose sur deux choses selon moi, c'est aussi bien des conventions et des acceptations. On a trop laissé faire et on a trop en fait... on les a laissés imposer en fait, oui je suis, moi le prince, moi le roi, mais voilà. Ils ont trompé... ils ont trompé, ouais, en plus. Ils ont trompé les gens parce que à partir du moment où ils ont... la démocratie qui continue avec Alexandre le Grand, on a le système de Platon, la cité qui se met en route. Bon, la République de Platon n'a jamais été appliquée à Athènes. Il a essayé, mais bon, on s'éloigne un peu. J'ai entendu dans une vidéo, pas très longtemps, le mec qui disait, c'est sur géopolitique profonde. Oh, le mec qui disait... On le salue. La République a commencé à Athènes, après elle a été utilisée par les Romains. Là, j'avais envie de lui dire, tu donnes une mauvaise information, parce qu'elle n'a jamais été... Elle a été écrite... Elle a été écrite par l'Académie de Platon à Athènes. Qui se voulait être un oligarque. Voilà. Mais la première fois, elle a été utilisée à Rome. Et non à Athènes. Et non à Athènes. À Athènes, la République... À Athènes, c'était plutôt la vraie démocratie. D'ailleurs, nous, en grec, on n'a pas République. Ce mot n'existait pas. C'était un mot latin qui a Très été inventé à Rome. Très intéressant. À partir de la res publica. C'est ça. Soit disant... La chose publique. Soit disant que les empereurs romains allaient donner des droits au peuple. C'était une vaste blague. Il ne faut pas se foutre non plus de... C'était une vaste blague, puisqu'on sait très bien que l'Empire romain, c'était un empire oligarchique pur et dur. Donc, donc, on confond là, si tu veux, entre le fait que la République pourrait être une démocratie athénienne. Bon. Ouais, alors là... Ouais, là c'est le pompon, hein, comme on dirait. Mais là, on a fait une petite aparté, etc. Mais j'aimerais bien savoir et te demander, vu que toi, tu es la traductrice de ce magnifique livre, que tout le monde devrait prendre connaissance, parce que au final, on n'arrête pas de parler de démocratie, mais on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas du tout c'est quoi. Hein. C'est comme un aveugle qui parlerait de couleur. Ouais. On n'en sait rien du tout. Et donc, j'aurais aimé te demander ceci.
comment, déjà, de un, Périclès vient au pouvoir et comment la démocratie s'articule au jour le jour. Ce seraient deux choses très intéressantes, selon moi, Alors, à évoquer. donc un an après, ils ont assassiné Éphialtes. Éphialtes, et un an après, arrive Périclès au pouvoir. Il y a votation à l'Assemblée, puisque les Athéniens se gèrent depuis un an tout seuls. Justice, législatif, exécutif. Ça ferait presque rêver. Ça ferait presque rêver. Et donc, au bout d'un an, l'oligarchie se dit c'est pas possible, on va placer Périclès. Il faut rappeler, je pense qu'il est nécessaire de rappeler qu'il y avait encore, malgré que c'est le peuple qui est au pouvoir, des luttes d'oligarques en vue de fomenter contre la démocratie, en permanence, tout le temps. Mais même entre eux. Même entre eux. Pour savoir qui allait prendre le pouvoir. Et alors, ils s'aidaient des Spartiates. Qui eux, les Spartiates, il faut savoir, ils étaient en système oligarchique pur et dur, avec deux rois. Et donc, si tu veux, on installe Périclès, mais alors là, l'oligarchie, elle en prend plein sa gueule. Parce que il s'avère que Périclès fonctionne totalement avec le système démocratique. Je pense qu'en fait, ils avaient proposé d'élire quelqu'un de chez eux, quelque chose dans le genre, un oligarque, mais il s'est avéré que Périclès, ayant travaillé avec Éphialtes, était un pur démocrate à la fin de la toute fin. C'est l'oligarchie qui a proposé. C'est ça, ouais, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Et donc, en fait, il s'est révélé être un vrai démocrate, qui l'a mis en pratique. Voilà. C'est ça qui est un peu extraordinaire, quand même. Ça s'est retourné contre eux. Et comment on sait ça dans l'histoire? C'est toi qui vas me le dire. C'est toi la porteuse de connaissances, c'est pas moi. Alors, Périclès, tu vois le personnage. À grande envergure. 30 ans de règne. C'est ça. Le grand Périclès. Le général. Eh bien, il est passé 4 fois en procès. C'est vrai, maintenant que ça me revient, c'est vrai. Alors moi, je pose toujours la question aux historiens et je leur demande, est-ce que vous connaissez des grands généraux, chefs d'État qui sont passés 4 fois en procès. Rien que la question se vaut, rien que ça. Donc, ça. Donc on sait que Périclès est passé en procès, ça veut dire que il accepte lui-même le système et il s'y applique. Et il va devant ses juges. Il pleure même au tribunal, parce que il y a 2 tribunaux qui sont très importants dans les 4 tribunaux que Périclès subit. Le premier, c'est pour Phidias, donc, qui a soi-disant volé de l'or à la statue de 12 mètres d'Athéna. Le fameux sculpteur Phidias. Qui était l'ami de Périclès. Voilà. Heureusement, à cette époque-là, il faisait les statues démontables, puisque sur la statue, il y avait du marbre, du cuivre, de l'argent, de l'or. De l'ivoire, parfois. De l'ivoire, souvent. Mmh. Et donc, la statue était démontable, parce que 12 kilos, tu t'imagines combien d'or ils ont mis là-dessus. Donc, il fallait les démonter, les peser, pour être sûr qu'il y avait le même poids qu'au début. Et donc, ils ont démonté la statue et ils ont vu que Phidias. Et alors, Périclès est arrivé. Et il est arrivé au tribunal pour défendre son ami Phidias, parce qu'il était mis en cause aussi, puisque... En fait, ce qui s'est passé, c'est que Phidias était le seul sculpteur en Europe, à cette époque-là, à être capable de faire des statues de 12 et 15 mètres. Et donc, étant ami avec Périclès, il a proposé directement Phidias, et comme il était tout seul, on n'a pas pu faire un tirage au sort. De là vient l'élection. Tu vois? Mmh. L'élection se faisait quand tu n'avais que 2-3 propositions et que... Il n'y avait pas assez de personnel pour remplir ou avoir un vote au tirage au sort. On élisait une personne et Périclès a dit j'élis Phidias parce que de toute façon... Il n'y avait que lui, voilà ça. Et donc il est allé au tribunal avec Phidias pour défendre son ami, et ça a été prouvé qu'il n'avait pas volé d'or. Par contre, ils ont découvert après que Phidias avait signé le Gorgonion de Athéna, qui est un espèce de bouclier. Il avait signé derrière, il avait fait le portrait de Périclès et il avait signé de son nom. Et là, il a continué au tribunal parce que, en fait, tu n'avais pas le droit de signer tes œuvres d'art.
à cette époque-là. C'est interdit. Okay, comme elles étaient offertes aux dieux, tu pouvais signer un tableau. Si moi je faisais une petite sculpture et que je te l'offrais à toi, je pouvais la signer. Mais si je l'offrais au temple d'Athéna... Ou une œuvre publique, oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Que ce soit une dédication au dieu, voilà. Voilà, donc si tu veux, il y a eu... il a été reconduit devant les tribunaux. Voilà. Reconduit devant les tribunaux. Et le deuxième tribunal où on sait très bien, parce que Périclès, il n'y a pas des soldats qui vont le chercher pour l'amener au tribunal, hein, il y va tout seul. Comme un grand. Il y a sa compagne qui était considérée comme une fille légère à Athènes à cette époque-là. Parce que Périclès a eu 3 fils, mais il a divorcé de sa femme et après il a pris une compagne qui était Aspasia. Et Aspasia l'a accompagné durant ses 30 ans de règne. Wow. Mais elle, ils ont voulu la mettre au tribunal à un moment donné parce que, soi-disant, elle influençait Périclès dans des décisions de guerre et tout ça. Alors que c'était une façon de faire pression, en fait, déjà à l'époque, donc voilà, pour l'affaiblir mentalement. Et alors là, elle risquait d'être condamnée à mort, et là, Périclès a pleuré au tribunal. Il a dit, vous n'avez pas le droit de me faire ça. Et donc... Tout en étant chef, on rappelle, tout en étant chef de... Par cette attitude-là, on a compris que Périclès était bien dans son système démocratique et qu'il n'avait plus rien à avoir, enfin il avait à avoir à faire avec l'oligarchie évidemment puisqu'il était aussi très riche et de famille renommée. Mais qu'il était intègre surtout. Mais il était intègre vis-à-vis de la démocratie et il a appliqué... Et du peuple. Et il a appliqué le système démocratique, il ne prenait jamais de décision tout seul. Et il faut quand même dire que Périclès était voté chaque année durant ces 30 ans. À l'Assemblée du peuple. Et pas tous les 5 ans ou 7 ans. Voilà. Donc, pas de quinquennat. Pas de quinquennat. Tous les ans, est-ce qu'on garde Périclès? On garde Périclès. À chaque fois, il était reconduit pendant 30 ans? Pendant 1 an? Oui, même pendant 30 ans. Ça a duré 30 ans. Ça que je dis. Ouais. Tous les 1 an pendant 30 ans. Ça a duré 30 ans, mais tous les ans, il repassait en tirage. Limite, c'est inconcevable d'aujourd'hui. On a du mal à se dire que nos dirigeants peuvent être revotés chaque année. Ouais. C'est inouï. Très, très éloquent ce que tu nous dis là. Mais la démocratie au quotidien, comment ça marche? Tu m'as souvent dit que le citoyen se représentait lui-même, qu'il y a des personnes qui aussi bien devaient aller travailler, hein, on est bien d'accord qu'il y avait le travail à l'époque, etc., mais prenaient part tous les jours des assemblées sur divers sujets. Pas tous les jours, hein. C'était un mandat d'1 an. Hein. On faisait un mandat d'1 an à sa mairie, comme un service militaire. Moi, je parlais des sujets évoqués dans les assemblées, l'assemblée des... Ah, les sujets évoqués... C'est ça, le jour, quand pour aller voter. Comment, dans la pratique du quotidien, ça se passait? Eh bien, le matin, les c'est ça, voilà. Le matin, au lever du soleil, il devait être à la Pnica. Donc, qui est l'endroit... sur cette Pnica, il pouvait se rassembler à 18 000 personnes. Wow. Donc, c'est pas mal. Hein, ouais, c'est déjà bien. Et les 18 000 personnes, c'était dans les cas de guerre graves, comme avec les Perses et tout ça. Alors, ils faisaient des assemblées du peuple et 18 000 personnes se rassemblaient. Dans les cas un peu moins graves, on était à 6 000. Et dans une routine quotidienne, il y avait 1500, 1500, 2000, on ne sait pas exactement, de citoyens qui allaient tous les jours. Est-ce que tout le monde pouvait voter? Alors, tous les citoyens en âge de voter, avec des droits politiques. On a souvent dit que les femmes ne pouvaient pas voter. Est-ce que c'est vrai? Ben, les femmes... Alors là, ça, c'est une usurpation. C'est une... C'est pour ça que je te pose la question. Hein. En fait, aujourd'hui, tu vas voter une fois tous les 5 ans. Tu vas aux élections. Il y a un certain professeur à Marseille qui dirait élire, pas voter. Voilà. Tu vas élire, tu ne vas pas voter parce que on élit des personnes, mais on vote des propositions ou des lois. Voilà, je pense que c'est important de rétablir le vocabulaire. Ouais. L'élection est interdite en démocratie. C'est ça. Et comme je te disais préalablement, l'élection ne se fait que s'il y a un gars qui ne fait que cette spécialité-là. Comme Phidias. Comme Phidias. Mais il est important aussi de rappeler qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le citoyen et son propre pouvoir, sa représentativité. Il n'y a pas de parti.
aucun parti ne représente Non, il n'y a aucun pas de citoyen. parti politique. Voilà, pas de Avant parti citoyen. avant Important de préciser, je pense aussi. pas de parti politique, c'est le citoyen qui va à la mairie. Le citoyen fait un mandat d'1 an sur les listes électorales, sur les catalogues sur lesquels il s'est inscrit. Donc pour ceux qui se sentent capables de fonctionner dans l'administration de la démocratie. Et donc il fait un mandat d'1 an et là effectivement il doit le faire un peu comme un service militaire. Mais pas durant toute sa vie. Hein. Maintenant, s'il a fait un mandat dans l'administration de la justice, par exemple, il peut très bien, quelque temps plus tard, dire j'ai envie de faire un mandat dans le domaine de l'organe de la législation pour écrire des lois et tout ça. Et donc, si tu veux, c'est toujours pendant une période d'1 an maximum. En fait, il y a même certains, comme député par exemple, tu n'avais pas le droit de te représenter. Ok. Wow. Tu faisais un mandat d'1 an et c'était tout. Basta, terminé. Basta, Pas de carriérisme, pas de pantouflage, rien de tout ça. Non. Tu n'avais plus le droit en tant que député. Maintenant, si tu travaillais dans la loi ou dans la justice, ça, tu pouvais faire 2 mandats. Un mandat dans la législation et un mandat dans la justice. Mais en tant que député, tu ne pouvais pas. Donc, imagine qu'il fallait que tout citoyen athénien ait la possibilité d'être député un jour dans sa vie. Une sorte de roulement. Et de tous roulement, ceux voilà. qui le sentaient, hein, puisque c'était toujours volontaire que tu allais, on t'obligeait pas. Et donc voilà, effectivement, pendant 1 an, tu entres dans les rouages de l'administration, tu fais comme un petit service militaire, mais en même temps, après 1 an, tu es capable de prendre des décisions et de faire des propositions Donc, quand pour on est, l'amélioration des communs. quand on est tiré au sort, est-ce qu'on peut révoquer, est-ce qu'on peut refuser simplement et dire non, je ne veux pas prendre part à la cité? On pouvait faire ça ou pas du tout? Eh ben, tu ne peux pas être tiré au sort si tu t'es pas inscrit Ok, volontairement. il faut au préalable s'inscrire, etc. Comme tu l'as dit, voilà, ouais, voilà. À Pour partir- aspirer à tel, À tel. partir du Voilà. moment où tu t'es inscrit, Oui, c'est que tu veux y aller, ouais. c'est que tu veux y aller. Tu veux donc- participer, ouais, voilà. Mais par exemple, tu peux t'inscrire, tu es tiré au sort et on te dit tu fais un mandat dans la justice pendant 1 an. Et donc, toi, au bout d'1 mois, tu vois que ça te plaît pas trop, que tu as envie de changer. Eh bien, en fait, il y avait des contrôles tous les 36 jours. Tu devais passer devant la justice tous les 36 jours, donc la justice démocratique. Une comptabilité était faite sur ce que tu faisais dans l'administration et un compte rendu était rendu si la personne voulait continuer ou si le domaine de cette administration n'était pas content de toi et que tu devais te casser. En gros, ce qu'on attend de toi, les objectifs à remplir et l'efficience, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. 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 Et si tu conviens pas, ben, on te le fait savoir. Et Donc, tu n'es pas contre du coup. Ouais. Périclès, à part les périodes où il était en expédition, tous les 36 jours, il se présentait aux tribunaux de Iléas pour être contrôlé. Wow. Ah oui. Et ça pendant 30 ans. Et il y avait des commissions de juges, des comptables, tout ça est dans les petites salles Que je tu t'ai m'as montrées. proposé, ouais, tu m'as montré tout à l'heure. Dans la Ouais, mairie numérique, ouais. On la parlera mairie tout à l'heure. Ouais, ouais. numérique que j'ai réorganisée donc avec les salles en fonction pour le système démocratique. Et donc voilà, ces gens étaient contrôlés tous les 36 jours. C'est inouï, c'est impensable. Donc la C'est- corruption, c'était 0. C'était le filtre ultime à la corruption, tu dirais? Oui, C'était la façon de laisser rien Ah oui. transparaître et ah oui. rien passer. Parce que l'oligarchie a démontré que le pouvoir corrompt Systématiquement? systématiquement. Tu penses que dès qu'il y a un pouvoir, il y a une Il faut corruption? être un dieu pour échapper à la corruption quand tu es dans ce système. C'est pour ça que moi je suis contre Étienne Chouard et ses projets. C'est parce que tu peux réformer un système, mais si le système lui-même est pourri, tu ne fais que changer de chemise, en fait. Il y a un proverbe américain qui dit que hors de 50 cents, tu fais pas 1 euro. Oui, 50 cents reste 50 cents. Tu peux pas essayer de. Voilà.
Enfin, Donc, si le terrain est pas propice, voilà. n'est pas fertile, ça sert à rien d'essayer de bourrer. Donc, le problème de l'oligarchie, c'est que par son fonctionnement, tu en arrives toujours à la corruption, mathématiquement. Ça a beaucoup de sens ce que tu dis là. Donc, à un moment donné, ce que les démocrates ont dit, il faut arrêter cette corruption, sinon ça va crescendo. Et quelque part, ça se répète. Et ça se répète. Et à nos jours, on le voit, avec les guerres, il y a 100 ans, il y a eu une crise, ouais. etc. En République de Weimar, par exemple, etc. Ils allaient chercher un simple café avec des brouettes de billets. Les Allemands en ont gardé un souvenir assez vif et acéré. Hein. C'est pas impossible de penser qu'on se dirige vers quelque chose de cette ampleur-là, hein, avec l'inflation, les crises aujourd'hui, sans rentrer dans le détail. Mais on voit que ça se répète au final. Les guerres se répètent, etc. Mais l'oligarchie ne change jamais de modèle. C'est ça que je suis en train de dire, c'est qu'au final. Elle ne change jamais de modèle, elle applique toujours la même chose au même. Et j'ai même l'impression, mais ça c'est une petite parenthèse personnelle, je crois que c'est un calque qui se répète systématiquement. Il y a les crises qui arrivent, etc. en même temps, c'est la faillite qui arrive, etc. C'est la famine, l'implosion de la monnaie, etc., etc. Les guerres, tu comprends où là je veux en venir? On dirait que c'est un schéma qui se répète, une loupe, enfin une boucle temporelle, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'on dit que les civilisations oligarques sont destinées à l'autodestruction. Moi je le pense aussi. Les grandes civilisations oligarchiques, depuis ces 12 000 ans, puisqu'elles sont en majorité sur 12 000 ans, parce que sur la planète et le système humain, la démocratie a été plus longuement appliquée comme système, surtout à la période matriarcale, où là, c'était vraiment démocratie. Bien avant la patriarcale, hein. Tu m'en avais parlé, etc. Tu m'en avais touché un mot. Qui était quand même juste, hein, un petit aparté là-dessus, elle était beaucoup plus juste que ce qu'on pourrait dire hein, comme ça d'extérieur. Elle était vraiment plus en équité. Ben, c'est-à-dire que le matriarcal, la représentation est un mot qui n'existe pas. Tout le monde participait, même les enfants, même les animaux, même... Il faut bien comprendre, enfin, je ne sais pas si les téléspectateurs comprennent, c'est à partir du moment où le mot n'existe pas, les pensées n'existent pas, le concept n'existe pas, et donc en fait il n'y a pas d'extirpation ou de corruption même du langage ou du concept. Oui. C'est très important de dire ça comme ça, je pense. Et pourquoi ils utilisent le mot démocratie aujourd'hui? Pour mieux Ils comprendre. disent sans arrêt, elle n'a jamais existé. C'est un non-sens. Comment tu connais le mot si elle n'a jamais existé? C'est vrai. Alors Très ça bonne pourrait remarque. être un rêve Très bonne remarque. que certaines personnes ont voulu rechercher et on pourrait penser que la démocratie n'est pas réalisable et tout ça. Et moi je suis là avec mon livre pour leur montrer qu'elle est tout à fait réalisable. Ben, justement, dans le concret, pour les personnes qui n'auraient pas encore lu ton livre et qui n'auraient pas pris connaissance de comment elle s'articule au jour le jour, j'aimerais te poser cette question-ci. Pour toi, quelles sont les différentes cinglantes entre la démocratie qui a existé empiriquement sous Périclès et celle qu'on nous fait miroiter comme étant la démocratie à nos jours? Quels sont les points fondamentaux de divergence ou de convergence? Ah ben c'est deux systèmes opposés. Totalement différents. Démocratie et république, c'est pas la même chose du tout. En démocratie, il est interdit de se faire représenter. Il est interdit de se faire représenter. Les élections sont interdites. Tirage au sort et mandat d'1 an pour tous. Ça, c'est les contradictions fondamentales.